Lors de la fête de l'équipe de baseball de mon fils, ma nièce a jeté son maillot dédicacé dans le feu du barbecue, pendant que tout le monde regardait. Mon frère a applaudi, lentement. Ce maillot était gâché sur lui. Les petits perdants méritent des cendres. J'ai souri, j'ai ouvert mon téléphone, et j'ai repassé les 10 dernières secondes. Au matin, mon frère a lu un seul email de la Ligue, et il s'est mis à trembler, en voyant le nom de famille à la fin. Le maillot dédicacé a touché le charbon à 16h47, un samedi après-midi, et 17 signatures se sont recroquevillées en fumée noire, avant même que quiconque dans le pavillon ne bouge. C'était le maillot de champion de Théo, celui que chaque enfant des Ridgeline Bobcats avait signé, après le dernier retrait, 3 semaines plus tôt. Le numéro 14, champ droit, le numéro de sa mère à l'université. L'équipe l'avait encadré dans une vitrine bon marché, et l'avait posé sur la table des trophées, juste à côté des médailles de participation, et du gâteau sur lequel on pouvait lire « Champion 2024 ». Sloan s'est approché de la table, pendant que les autres enfants mangeaient des hot-dogs. Elle avait 11 ans, soit 2 ans de plus que Théo, et elle jouait comme lanceuse pour les Wildcats, l'équipe qui avait perdu en demi-finale. Personne ne la regardait. Elle a soulevé le cadre, a brisé le panneau arrière avec la paume de sa main, a sorti le maillot par le col, et l'a laissé tomber dans le barbecue ouvert, sans jeter un regard à qui que ce soit. Le polyester s'est enflammé en moins de 2 secondes. Les signatures sont parties en premier. Celle de Théo a brûlé en dernier, car elle se trouvait dans le dos, près du col, écrite avec ses lettres majuscules soignées, que Megan lui avait apprises avant de mourir. Théo était assis sur l'herbe, à quelques mètres de là, avec une assiette en carton en équilibre sur le genou. Il a vu la fumée, bien avant de comprendre ce qui brûlait. Quand il s'est levé, le gant de softball de sa mère était toujours à sa main gauche. Ce fameux Wilson à 2000, qu'elle avait assoupli au fil de 4 saisons universitaires, et son visage a fait ce que font les visages des enfants de 9 ans, quand le monde n'a soudain plus aucun sens. Il s'est décomposé. Vince a commencé à applaudir, lentement, délibérément. 3 applaudissements, bien espacés, de la façon dont un homme applaudit quand il veut que toutes les têtes se tournent vers lui. Mon frère se tenait près du barbecue, une bière corde dans la main droite, et le cordon de son sifflet d'entraîneur toujours autour du cou. Il a regardé le maillot en feu, puis il a regardé Théo, et enfin, il a posé les yeux sur moi. Ce maillot était gâché sur lui. Les petits perdants méritent des cendres. 26 parents, et au moins 15 enfants, l'ont entendu. Personne n'a bougé. Une femme, près de la glacière à boissons, a posé son assiette. Un père, sur le banc le plus proche du grill, s'est à moitié levé, puis il s'est rassis. 2 gamins, près de la cage des frappeurs, ont arrêté de lancer, et se sont mis à fixer la scène. Vince a continué. Il avait un public, maintenant. Et mon frère n'a jamais croisé un public, devant lequel il n'a pas voulu faire le spectacle. Tu sais ce que Megan dirait? Si elle pouvait voir ce gamin, debout dans le champ droit en train d'arracher de l'herbe, elle se demanderait ce qui s'est passé. Elle avait une bourse d'études. Elle avait du talent. Et elle a épousé un type qui tire des câbles dans des vides sanitaires pour gagner sa vie. Et maintenant, son fils tressaille, dès qu'une balle rebondit vers lui. Ne me regarde pas comme si j'étais le problème, Nolan. J'ai placé ma fille sur un monticule de lanceur, parce que j'avais l'ambition de le faire. Toi. Tu as mis la main de ton garçon dans le gant d'une femme morte, et tu as appelé ça de l'éducation. Le pavillon est devenu silencieux. Pas le bon genre de silence. Le genre où les gens regardent leurs chaussures, parce qu'ils viennent d'entendre quelque chose, qu'ils ne pourront plus jamais oublier. Une mère, près de la table des desserts, a pris son fils dans ses bras, et s'est dirigée vers le parking sans se retourner. Mon téléphone était déjà en train d'enregistrer. Cette partie-là, c'était de l'instinct, pas de la planification. Quand on passe 15 ans comme électricien commercial, on documente tout. Chaque panneau, chaque boîte de dérivation, chaque épissure, chaque chantier, avant de toucher un fil et une fois le travail terminé. Mon téléphone était dans ma main, à l'instant même où Sloan a tendu le bras vers le cadre, parce que quelque chose, dans sa démarche, m'a dit que c'était répété. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas regardé autour d'elle, avant d'agir. Elle a marché vers cette table, de la façon dont marche un enfant, quand un parent lui a déjà dicté ce qu'il devait faire. Moins d'1 minute de vidéo, mais c'était suffisant pour tout conserver. Le jet dans le feu, les flammes, les applaudissements,
et chaque mot qui a suivi. Je l'ai repassé. Pas pour moi. J'ai levé l'écran, pour que les parents de la table de pique-nique la plus proche puissent le voir. Ensuite, ceux qui se trouvaient derrière eux. Personne n'a parlé. La vidéo a tourné 2 fois. Le son était métallique, dans l'air de septembre. Et la voix de Vince est sortie du haut-parleur, assez clairement pour pousser deux mères à détourner le regard de l'écran. J'ai failli le frapper, juste là, devant toutes les familles de la ligue de baseball de Ridgeline. Ma main était déjà fermée en poing sur le côté, et mon poids s'était déplacé vers l'avant, sur la pointe de mes pieds. Et la seule chose qui m'a arrêté, c'est la main de Théo, qui agrippait le dos de ma chemise. 9 ans. Ses jointures blanchissaient sur le tissu. Il ne me tirait pas, il s'accrochait, tout simplement. De la manière dont un enfant s'accroche, quand la seule personne, censée maintenir les choses en équilibre, commence à trembler. J'ai desserré mon poing, j'ai ramassé le sac de batte de Théo, et j'ai marché vers le parking. Le gant était toujours à sa main. Il ne l'a enlevé qu'une fois dans le camion. Et même là, il l'a posé sur le siège, entre nous, au lieu de le ranger dans le sac, comme s'il avait besoin de savoir exactement où il se trouvait. Si quelqu'un a déjà rabaissé votre enfant devant une foule, en utilisant le nom de votre femme décédée pour le faire, alors vous savez déjà ce que l'on ressent, sur le trajet du retour. Et si c'est la première fois que vous regardez la chaîne Le Coin Reddit, restez avec moi pour celle-ci. Parce que ce que mon frère ignorait, c'est que je gardais un secret depuis 3 semaines. Quelque chose qui allait faire de sa petite représentation, près de ce barbecue, la toute dernière erreur qu'il commettrait dans cette ligue. Megan est morte en mars 2022. Une collision impliquant 3 voitures, sur la route 9, un mardi matin. De la pluie sur un virage, que le comté prévoyait de refaire depuis 2 ans. Elle avait 31 ans. Théo en avait 7. L'hôpital a appelé sur mon téléphone de fonction, à 9h14, pendant que je tirais des conduits à travers une solive de plafond, lors de la rénovation d'un cabinet dentaire. Le chef de chantier m'a conduit aux urgences. Le temps que j'arrive, ils avaient déjà cessé d'essayer de la réanimer. La première semaine n'a été que logistique. La deuxième semaine a été marquée par le silence. La troisième semaine, c'était Théo, debout dans la cuisine à 6h du matin, tenant un bol de céréales, et me demandant quand maman allait rentrer de l'hôpital. Et moi, réalisant que je ne lui avais pas encore dit les mots exacts, parce que je n'arrivais pas à forcer ma bouche à les prononcer. Le gant de softball de Megan est apparu, dans des conversations auxquelles je ne m'attendais pas. Une amie de son équipe universitaire a appelé, pour demander si je voulais récupérer son vieil équipement. J'ai répondu non. Puis, Théo a trouvé le gant dans le garage, un soir de juillet, accroché à un clou au-dessus de l'établi, là où Megan rangeait ses cisailles de jardinage, ses gants de frappeur, et une photo encadrée de son équipe universitaire. Il l'a décroché, et l'a essayé. Il était 2 tailles trop grand. Sa main disparaissait, complètement à l'intérieur. Le gant de maman me va, a-t-il dit. Ce fut tout. Il avait 7 ans, le gant ne lui allait pas du tout, mais il a dit qu'il lui allait, et je ne l'ai pas corrigé. 3 jours après l'enterrement, quelque chose d'autre était apparu sur mon porche. Un gant de baseball pour enfants, tout neuf, posé sur la rambarde, à côté d'un formulaire d'inscription pour la Ligue Junior, et d'un post-it. L'écriture était carrée, sans précipitation. Amène-le quand il sera prêt. Rien ne presse. Le terrain ne va nulle part. C'était signé en Cavilla. 61 ans à l'époque, facteur à la retraite, et président de la Ligue de baseball de Ridgeline depuis 16 ans. Il n'avait pas frappé, il n'était pas entré, il n'avait pas appelé pour s'expliquer, ni pour présenter ses condoléances, ou me demander comment j'allais. Il avait juste laissé le gant, et était reparti dans son pick-up, avec l'autocollant de la Ligue sur le haillon. C'était du Hank tout craché. Il ne parlait pas de faire les choses. Il les faisait, et les laissait là où on pouvait les trouver. Nous avons conduit jusqu'au terrain, un samedi matin d'août. Hank était en train de râteler le champ intérieur. Il a vu le Wilson à 2000 sur la main de Théo, celui qui était 2 tailles trop grand, et il a hoché la tête, une fois. Le champ droit est libre, lui a-t-il dit. Pas de grand discours, pas de discours de motivation, juste une position sur le terrain, et un endroit où se tenir. Théo a marché jusque-là, s'est tenu debout, le gant levé. Il n'a pas attrapé une seule balle lors de ce premier entraînement, et il s'en moquait éperdument. Cet automne-là,
la Ligue avait besoin de travaux électriques. Les projecteurs du terrain avaient 20 ans, ils étaient sous-dimensionnés, et la moitié des ampoules étaient mortes. Les matchs en soirée étaient devenus impossibles. Le conseil d'administration faisait face à une facture de 42 000 €, rien que pour le matériel, sans compter la main-d'œuvre. Hank en a parlé lors d'une réunion, et 3 membres du conseil ont grimacé en entendant le chiffre. J'ai levé la main, et j'ai dit que je ferais le travail gratuitement, si la Ligue couvrait les matériaux. 47 jours, en comptant les soirées et les week-ends. De nouveaux poteaux, de nouvelles rampes LED, un nouveau câblage, un nouveau transformateur, un nouveau panneau d'affichage, et un nouveau système de sonorisation. Mon entreprise, Hargrove Electric, s'est occupée des permis et des inspections. Quand les projecteurs se sont allumés, pour le premier match en nocturne ce mois d'octobre-là, chaque enfant sur le terrain a levé les yeux, comme s'il regardait les étoiles. Megan aurait adoré ce moment. Elle disait toujours, les meilleures choses que j'ai construites, ce sont celles pour lesquelles personne ne m'a payé. Mon frère n'a jamais parlé des lumières. Pas une seule fois. Pas même quand le premier match nocturne a attiré 200 personnes. Pas quand la newsletter de la Ligue a publié une photo du nouveau panneau d'affichage. Ni quand Hank m'a remercié, lors du banquet de fin de saison, devant 150 familles. Ce soir-là, Vince était assis à sa table, et il faisait défiler l'écran de son téléphone, pendant que Hank prononçait mon nom. Vince avait 4 ans de plus que moi, il en avait 37 aujourd'hui. C'était le diplômé d'université, le directeur régional des ventes chez Pinnacle Auto Group, l'homme qui vendait des pics UPS à 60 000 €, et qui portait une veste de costume pour assister à des matchs de baseball pour enfants. Notre père, avant sa mort en 2020, avait établi un système de casse pour nous deux, qui n'avait jamais changé. Vince était l'esprit des affaires, et j'étais celui qui était doué de ses mains. Il l'avait dit à Thanksgiving, une fois, alors que nous étions tous les deux à table, comme s'il décrivait 2 espèces animales différentes. Vince conclut des affaires. Nolan répare des trucs. Ce n'était pas un compliment. C'était un classement. Ce système allait bien plus loin que de simples mots. Quand Vince a obtenu son diplôme universitaire, papa s'est porté garant pour son prêt automobile. Quand j'ai terminé mon école de formation professionnelle, et que j'ai obtenu ma licence de compagnon, papa m'a dit, bien. Comme ça, tu auras toujours du travail. Pas de poignée de main, pas de dîner en famille, pas de caution pour un prêt. Quand j'ai lancé Hargrove Electric, et que j'ai décroché mon premier contrat commercial, papa m'a demandé si j'avais une assurance maladie. Quand Vince a été promu directeur régional des ventes, papa a appelé tous les membres de la famille pour le leur annoncer. Les petites trahisons précèdent toujours la grande. C'est toujours comme ça. En 2019, Vince m'a emprunté mon kit de perceuse sans fil, mon outil oscillant, et mon testeur de câbles, pour un petit projet rapide chez lui. Le kit de perceuse était un DeWalt 20 VMAX, le genre d'outil que l'on assouplit au fil des années, jusqu'à ce que la poignée épouse exactement la forme de notre main. Le testeur de câbles coûtait 200 €, neuf. Je n'ai plus jamais revu quoi que ce soit. 6 mois plus tard, un voisin m'a dit qu'il avait vu la perceuse, au vide-grenier de Vince, avec une étiquette à 40 €. Quand j'ai abordé le sujet, lors d'un dîner de famille, Vince a rigolé de l'autre côté de la table, et a lancé, « Tu en as 10 comme ça, Nolan. Ne sois pas dramatique. » Mon père m'a regardé, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Tammy, la femme de Vince, a changé de sujet, pour parler des statistiques de lancer de Sloan. C'était ça, le système familial. Vince prenait ce qu'il voulait. Tout le monde s'ajustait, et la personne qui osait le faire remarquer, devenait le problème. En août 2022, 5 mois après la mort de Megan, Vince s'est porté volontaire pour devenir le coordinateur des équipements de la Ligue. Le rôle était simple. Il devait commander des battes, des casques, l'équipement des receveurs, des bases, et du matériel d'entraînement, en utilisant les fonds de la Ligue. Il soumettait les reçus, et il se faisait rembourser. Le budget provenait directement des frais d'inscription, et chaque famille de la Ligue payait 850 € par saison et par enfant. Vince a dit à Hank qu'il avait des relations avec des fournisseurs, grâce à sa concession automobile. Personne n'a remis ça en question. Il était Vince Hargrove. Il entraînait l'équipe de sa fille. Il serrait des mains à chaque match, et il connaissait le prénom de tous les parents. Son frère, l'électricien, se contentait de câbler les lumières, et de ne rien dire. 3 semaines avant le barbecue, un lundi soir au début du mois de septembre,
j'étais sur le terrain pour faire l'entretien de routine des projecteurs. L'un des pilotes LED du poteau 6 tirait un courant irrégulier, probablement un neutre desserré. Le genre de problème qui prend 20 minutes à diagnostiquer, et 2 minutes à réparer. Pendant que j'étais perché sur la nacelle, en train de vérifier les connexions, j'ai remarqué le panneau d'affichage. Pas l'écran en lui-même, mais l'alimentation électrique. La consommation était anormale. Quand on installe des systèmes électriques pour gagner sa vie, on lit l'ampérage de la même manière qu'un musicien lit une partition. Quelque chose qui sonne faux saute aux yeux, bien avant qu'on puisse mettre un mot dessus. Le panneau d'affichage tirait 3,2 ampères, à pleine luminosité. Or, le modèle facturé à la Ligue, une unité numérique profil 4008 Sense, en tire 5,1. Ce n'est pas une simple erreur d'arrondi. C'est un produit totalement différent. Je suis descendu, j'ai marché jusqu'au panneau arrière, et j'ai lu la plaque signalétique du modèle avec ma lampe frontale. Un profil 2002 Sense. Prix de vente au détail, 2800 €. La Ligue avait été facturée 6100 €, pour le modèle 4008 Sense. La différence était de 3300 €, et cet argent dormait tranquillement dans la poche de quelqu'un. Ma première pensée a été de croire à une erreur du fournisseur. Ma deuxième pensée a été d'aller vérifier les autres factures. Ma troisième pensée, celle qui m'a noué l'estomac, c'était que je savais déjà, pertinemment, quel nom figurait sur chaque bon de commande d'équipement, au cours des 2 dernières années. Je n'ai appelé personne ce soir-là. J'ai conduit jusqu'à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai extrait chaque facture d'équipement que Vince avait soumise à la Ligue. Le conseil d'administration avait numérisé ces dossiers, lorsque j'en étais devenu membre 3 semaines plus tôt, et tous les reçus se trouvaient sur un disque partagé. J'avais été nommé directeur des installations, le 28 août. Un vote discret, remporté 5 voix contre 2, parce que Hank avait déclaré que l'homme qui construisait les infrastructures, méritait une place à la table des décisions. Vince n'était pas au courant de cette nomination. Il ne lisait jamais les emails du conseil. 11 factures. 11 articles, pour lesquels le produit réellement livré était bien moins cher que le produit facturé. Des casques, coût réel de 1800 €, facturé 3003 cents. Le filet de la cage des frappeurs, coût réel de 1200 €, facturé 2000 cents. Les équipements de receveurs, coût réel de 640 €, facturé 1150. Des ensembles de base, des écrans de lanceurs, des seaux de balles, des tiges de frappeurs. Chaque achat, sans exception, était gonflé de 40 à 80%. Le montant total détourné s'élevait à 14 200 €. J'ai appelé Hank le lendemain matin, et je lui ai dit ce que j'avais trouvé. Il ne m'a pas demandé de répéter. Il a appelé Dawson Sporting Goods, sur haut-parleur depuis la table de sa cuisine, et il a autorisé la transmission de tout l'historique des commandes de la Ligue au comité d'audit. Avec son autorisation écrite, envoyée directement au représentant commercial, les dossiers sont arrivés en 4 minutes. Chaque prix réel correspondait parfaitement au produit le moins cher. Chaque facture que Vince avait soumise au conseil correspondait au montant gonflé. Il avait commandé la version économique, soumis des reçus pour la version haut de gamme, et empoché la différence, pendant 2 ans. Tout cela, sur le dos d'une ligue financée par des frais d'inscription de 850 €, payés par des familles ayant des enfants de 9 ans. Deviner où l'argent était passé n'était pas bien difficile, avant même que l'audit officiel ne le confirme. Tout le monde, dans la famille, savait que Vince avait acheté un bateau de pêche, en mars 2023. Il trônait dans son allée, sous une bâche qui n'était pas tout à fait à la bonne taille. Tout le monde savait que Sloan avait une coach de lancer privée, nommée Dana, qui facturait 80 € de l'heure, parce que Vince s'en vantait à chaque réunion de famille. Et tout le monde savait que Pinnacle Auto Group avait restructuré son système de commission, 18 mois plus tôt, car c'est à ce moment-là que Vince avait arrêté de payer les additions au restaurant. 14 200 €. 2 ans de vol au sein d'une ligue, financée par des parents, qui payaient 850 € par enfant pour qu'ils puissent jouer au baseball. L'audit officiel, qui a suivi, a complété le tableau. Son salaire chez Pinnacle était de 72 000 € sur le papier, mais avec la restructuration des commissions, son revenu net réel était tombé plus près des 54 000. Tammy gagnait 38 000 € en tant qu'hygiéniste dentaire. L'hypothèque de leur maison leur coûtait 1840 € par mois. Les soldes de leur carte de crédit, répartis sur 3 comptes, frôlaient les 11 000 €. L'argent de la Ligue avait servi à colmater les fissures d'une fondation qui était déjà en train de s'effondrer.
Et sans cet argent, les mathématiques ne fonctionnaient plus du tout. J'ai gardé ce fardeau pour moi pendant 9 jours. 9 jours à savoir que mon frère était un voleur, sans le dire à personne. 9 jours à rentrer des chantiers, à regarder les confirmations du fournisseur étalées sur la table de ma cuisine, et à me disputer avec moi-même, sur le prix qu'il m'en coûterait de faire ce qui était juste. Le conflit intérieur était bien réel. Dénoncer Vince, c'était perdre ce qu'il restait de notre famille. Nos parents étaient tous les deux morts. Vince et moi étions les seuls Hargrove restants, mis à part Théo et Sloan. En informer le conseil d'administration impliquait des poursuites pénales, des interdictions de ligue, et un niveau d'humiliation publique, que mon frère ne pardonnerait jamais. Une part de moi voulait l'appeler en privé, lui montrer les factures, lui dire de rembourser, de démissionner, et de ne plus jamais recommencer. Régler ça, comme des frères. Et puis, il y a eu le barbecue. À l'instant même où Sloan a laissé tomber ce maillot dans les braises, au moment où Vince a applaudi et a prononcé ces mots, sur Megan, sur Théo, sur les vides sanitaires et sur le gant de la femme morte, toutes les questions qui me hantaient depuis 9 jours ont trouvé leur réponse. Il ne méritait pas un appel en privé. Il ne méritait pas la courtoisie d'un avertissement. Il s'était tenu là, devant toutes les familles de la Ligue, pour traiter mon fils de perdant, et pour utiliser le nom de ma défunte femme comme une arme. Et pendant tout ce temps, c'était lui qui volait leurs propres enfants. Je suis resté assis dans mon camion, dans l'allée, après avoir fait rentrer Théo. Le garçon était dans sa chambre, la porte fermée. Le gant de Megan était sur le siège passager, à côté du sac de batte. Le cuir était assombri par des années d'utilisation, plissé dans la paume, et il conservait encore la forme d'une balle qu'elle avait attrapée une décennie plus tôt. J'ai failli supprimer les fichiers des factures. Je me suis presque convaincu que ça n'en valait pas la peine. Que Théo avait besoin de stabilité, et non d'une guerre familiale. Que la chose juste à faire, c'était de protéger ce qu'il nous restait. Mais Megan ne laissait jamais rien passer. Elle courait après chaque balle frappée en cloche, pour combler l'écart. Elle sprintait sur chaque balle au sol, vers la première base. Elle glissait la tête la première vers la deuxième base, lors d'un match de tournoi régional qui était pourtant déjà plié, tout simplement parce que l'action comptait encore. Elle n'aurait jamais supprimé ses fichiers. Et elle n'aurait jamais laissé un homme, qui volait des enfants, se servir de son nom pour humilier son fils. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Beth Salazar. Si vous êtes toujours avec moi, cliquez sur le bouton d'abonnement pour le coin Reddit. Ce qui va suivre, c'est la partie que mon frère n'a jamais vu venir. Beth était une avocate spécialisée en litige civil. 44 ans, un bureau situé au-dessus d'une sandwicherie dans la rue principale, et la réputation de gérer des conflits de copropriété, des réclamations contractuelles, et des affaires de fraude dans les petites entreprises, que personne d'autre ne voulait toucher. Elle n'était pas du genre m'as-tu vu. Elle était minutieuse. Quand je l'ai rencontrée le lundi matin, avec mon dossier, elle a étalé les confirmations du fournisseur et les factures de la Ligue sur son bureau. Elle a lu pendant 11 minutes, sans jamais lever les yeux. C'est une fraude pure et simple, a-t-elle déclaré. Il a gonflé les factures soumises à une organisation de jeunesse à but non lucratif, et il a conservé la différence. La Ligue est la victime. Vous êtes membre du conseil d'administration, avec une responsabilité fiduciaire. Vous avez la qualité pour agir. Et l'obligation légale de déposer une plainte formelle pour demander un audit. Qu'est-ce qui lui arrivera, si je dépose plainte pour les 14 200 €? La perte confirmée l'expose à de graves poursuites pénales. Selon la manière dont le procureur qualifiera les faits, il pourrait être accusé de vol qualifié ou de fraude. Au minimum, il devra payer une restitution. Au maximum, il s'expose à des poursuites pénales. C'est mon frère. Beth m'a regardé, par-dessus ses lunettes de lecture. Il a volé des enfants, monsieur Hargrove. Le fait qu'il soit votre frère ne modifie en rien ce qui est écrit sur ses factures. Elle m'a d'abord conseillé à titre privé. Ensuite, Hank a convoqué une session d'urgence avec le comité exécutif, et le conseil a voté pour retenir les services de Beth, en tant que conseillère juridique de la Ligue, pour l'audit et toute action qui en découlerait. Forte de cette autorité, elle a rédigé 2 documents. Le premier était une plainte officielle pour fraude, adressée à l'ensemble du conseil d'administration, et signée de ma main en tant que directeur des installations. Ce document exigeait un audit immédiat, de tous les achats d'équipements réalisés entre août 2022 et août 2024.
Le second document était une lettre de mise en demeure d'avocat, rédigée au nom de la Ligue, et adressée à Vincent Hargrove. Elle exigeait la restitution volontaire des 14 200 € sous 30 jours, en précisant que tout refus entraînerait une plainte au civil, ainsi qu'un signalement au bureau du procureur du comté. J'ai également déposé une plainte distincte, concernant le code de conduite, en y joignant la vidéo du barbecue. Destruction intentionnelle de la propriété personnelle d'un autre joueur, lors d'un événement de la Ligue. Violence verbale publique, et harcèlement dirigé contre un enfant participant. Approbation et encouragement de cet acte par un entraîneur de la Ligue, constituant une conduite antisportive, et portant atteinte à la réputation de l'organisation. 4 sections du code de conduite étaient citées, chacune représentant une infraction bien distincte. La nuit précédant la présentation de la plainte au conseil, j'ai failli reculer. J'étais assis à la table de la cuisine, avec les documents devant moi. Le SMS de Beth était affiché sur mon téléphone, confirmant que la lettre de mise en demeure était prête, et j'ai senti comme une réticence au fond de ma poitrine. C'était mon frère, mon seul frère. La dernière personne en vie qui se souvenait de l'expression de notre mère quand elle riait. Déposer ces documents, cela signifiait que tout ça était fini. Absolument tout. Puis, j'ai jeté un œil au comptoir. Le gant de Megan était posé à côté de la cafetière, là où Théo l'avait laissé après l'entraînement. Le cuir était craquelé le long du filet, le laçage était effiloché, et la poche conservait la forme de chaque balle qu'elle avait attrapée. Le texto de Beth brillait sur l'écran de mon téléphone, le dossier est prêt. Hank t'a gardé une place. J'ai signé la plainte, et je l'ai conduite au bureau de la Ligue, le lendemain matin. Hank m'a appelé le jeudi soir. Sa voix était stable, posée. La voix d'un homme qui avait passé 30 ans à distribuer le courrier, sous la canicule, sur le verglas, et au milieu de chiens aboyants, sans jamais voir son rythme cardiaque s'accélérer. J'ai regardé cette vidéo 3 fois, Nolan. Chaque membre du conseil en a une copie. Et j'ai moi-même sorti le dossier des factures, ce matin. C'est toi qui as construit ce terrain. Tu as câblé chaque projecteur. Personne ne laissera un type, qui vole cette ligue. Te dire à toi ou à ton fils que vous n'avez pas votre place ici. Il a fait une pause. L'email du conseil sera envoyé samedi matin. Nomination, annonce de l'audit, mise à jour du calendrier. Ton nom y figure en tant que directeur des installations. Il le verra. Samedi matin, 22 septembre. L'email a été envoyé à 8h14. Mise en page standard, en tête de la ligue avec le dessin du Bobcat, et une liste à puces pour les mises à jour. Le nouveau calendrier des terrains pour la saison d'automne des équipes itinérantes. L'annonce d'un audit de l'inventaire des équipements, avec effet immédiat, tous les dossiers d'achat étant mis sous examen. Et tout en bas, sous la rubrique des nominations au conseil d'administration, Nolan Hargrove, directeur des installations. Vince l'a lu à 8h31. Je connais l'heure exacte, parce que mon téléphone a vibré à 8h32, avec un texto provenant de son numéro. 4 mots seulement, qu'est-ce que tu as fait? Il était devant mon garage, dès midi. La porte du garage était grande ouverte. J'étais assis sur un tabouret près de mon établi, en train de réorganiser des bobines de câbles. C'est ce que je fais, le samedi matin, quand j'essaie de ne penser à rien. Vince s'est garé dans l'allée avec son SUV de fonction, celui avec l'autocollant de Pinnacle Auto Group sur la portière du conducteur. Il est entré, sans frapper, sans demander, et sans attendre. Il faut que tu t'assoies, Nolan. Nous devons parler de ça, comme des adultes. Je ne vais pas m'asseoir, dans mon propre garage. Dis ce que tu es venu dire. Il a fait les 100 pas. 3 pas vers les étagères, 3 pas en arrière. Sa main est allée frotter sa nuque, puis ses cheveux, et a fini dans sa poche. Il portait un polo et un pantalon chino, la version week-end de son uniforme de concessionnaire. Il y avait une veine qui palpitait dans son cou, chose que je n'avais pas vue depuis qu'il avait perdu une bagarre, au lycée. Tu es au conseil d'administration maintenant. Depuis quand? Tu as agi dans mon dos, tu t'es dégoté un siège au conseil, et maintenant, tu mènes une sorte d'audit sur l'équipement, sur des battes et des bases. Je l'ai laissé parler. C'est la famille, Nolan. La famille. On ne traîne pas les affaires de famille dans une réunion du conseil d'administration. On ne mêle pas notre nom à une quelconque enquête. Si tu avais un problème avec ma façon de gérer les achats, il fallait venir me voir. Tu viens me voir en privé.
Comme un frère, et on s'arrange. Comme on s'est arrangé pour la perceuse. Sa mâchoire s'est crispée. C'était que dalle, ça. Il y en avait pour 15 balles d'outils. La perceuse a été vendue 40 €, à ton vide-grenier. Le testeur de câble en valait 2 cents. Et l'outil oscillant en valait 90 de plus. Mais tu as raison. Ne parlons pas d'outils. Parlons plutôt du profil 2200. Quelque chose a basculé dans son regard. Pas encore de la peur. De la reconnaissance. La prise de conscience d'un homme, qui réalise soudain que la conversation ne va pas du tout là où il l'avait prévu. Tu as soumis 11 factures à la Ligue, au cours des 2 dernières saisons. Chacune d'entre elles a été gonflée. Le panneau d'affichage que tu as commandé, c'est un profil 2002 cents, d'une valeur de 2800 €. Tu as facturé à la Ligue un profil 4008 cents. Au prix de 6100 €. La différence est de 3300. Les casques que tu as achetés coûtaient 1800 €. Tu as facturé 3003 cents. Le filet de la cage de frappe était à 1200. Tu as facturé 2100. L'équipement de receveur. 640 en réalité, 1150 sur la facture. Des bases, des écrans de lanceur, des teases, des sauts de balles. 11 articles, avec une marge de 40 à 80% sur chacun d'eux. Le total est de 14 200 €. Il est resté immobile. Ces 14 200 € provenaient des frais d'inscription. 850 € par famille et par saison. Des familles avec des gamins de 9 et 7 ans, qui faisaient confiance à la Ligue. Pour investir cet argent dans l'équipement de leurs enfants. Je sais que tu as acheté ce bateau. Je sais combien d'Anna facture pour les cours de lancer. Je n'ai pas besoin de tes relevés bancaires, pour savoir où est passé l'argent de la Ligue. C'est de la fraude. C'est un vol? À l'encontre d'une organisation de jeunesse à but non lucratif. C'est voler des enfants. Vince, tu n'as pas tous les éléments. Ces factures, il y a eu des crédits fournisseurs. Il y a eu des dépassements de coûts sur certaines commandes. La tarification était différente au moment de la commande. J'ai appelé Dawson Sporting Goods. Ils ont sorti absolument toutes les commandes passées sur le compte de la Ligue. Chaque prix réel correspond au produit le moins cher. Chaque facture que tu as soumise correspond au montant gonflé. Il n'y a aucun crédit fournisseur. Il n'y a aucun dépassement de coût. Il y a juste un homme, qui a commandé du matériel bon marché, qui a présenté des factures haut de gamme, et qui a gardé la différence pendant 2 ans. C'est une erreur. Tu es en train de faire une erreur, sur laquelle tu ne pourras pas revenir. Le conseil d'administration a déjà le dossier. Mon avocate en a une copie. Le bureau du procureur du comté recevra un signalement dès lundi, à moins que tu n'acceptes une restitution intégrale des 14 200 €, avant le 15 octobre. Son visage a changé. Tout ce qui maintenait sa structure debout a cédé, et le reste a suivi. Tu t'es tenu devant 26 parents, et tu as traité mon fils de perdant. Tu as dit que Meghan serait mortifiée. Tu as dit que j'avais mis mon garçon dans le gant d'une femme morte, et que j'appelais ça de l'éducation. Tu as dit que l'homme, qui tire des câbles dans des vides sanitaires, n'avait pas l'ambition nécessaire pour élever un athlète. J'ai gardé une voix monocorde. Pas basse pour faire du drame, mais basse parce que les faits résonnaient déjà bien assez fort. Cet homme-là a construit chaque projecteur de ce terrain. Et il a découvert ta fraude en 4 minutes, parce que le panneau d'affichage que tu as acheté tire 3, 2 ampères, alors que celui que tu as facturé en tire 5, 1. Et tu as pensé que personne ne vérifierait, parce que tu n'as jamais, pas une seule fois dans ta vie, prêté la moindre attention à ce que je fais réellement. Nolan, s'il te plaît, écoute-moi. Le fils de Meghan avait mérité ce maillot. Ta fille l'a brûlé, et tu as payé pour son coach de lancer, avec les 14 200 € que tu as volés à des gamins de 9 ans. L'effondrement s'est produit en 3 étapes. D'abord, ses épaules. Elles sont tombées vers l'avant. Pas de manière spectaculaire, juste de 5 cm, de la même façon qu'une structure se décale quand le mur porteur cède. Ensuite, ses mains. Elles se sont posées sur ses cuisses, paumes à plat, doigts écartés, appuyant fortement comme si le sol s'inclinait sous lui. Puis, sa respiration. Superficielle, irrégulière, avec des expirations saccadées, comme un homme qui essaie de respirer à travers une paille.
Son visage s'est vidé de ses couleurs, en partant du front, un lent drainage, et ses yeux se sont rivés sur le sol du garage, pour ne plus en bouger. Il a essayé de négocier. Et si je rembourse? La moitié maintenant, l'autre moitié dans 6 mois. On peut dire au conseil que c'était une erreur comptable, je démissionne de mon poste de coordinateur, et on passe à autre chose. Personne n'a besoin d'être au courant. Le conseil le sait déjà. Chaque membre a le dossier entre les mains. Son visage s'est contracté. Alors, j'irai moi-même à la réunion. Je leur dirai que c'était une erreur, que les fournisseurs ont trop facturé et que je ne l'ai pas remarqué, et je ferai un chèque pour le montant total. Tu n'as pas 14 200 €, Vince. Si c'était le cas, tu n'aurais pas écrémé les factures d'équipement pendant 2 ans. D'où vient ce chèque, exactement? Je vais trouver une solution. Donne-moi 90 jours. 60. Je vendrai le bateau. Je couvrirai chaque centime. Mais s'il te plaît, retire le signalement au procureur. Ce n'est pas à moi de retirer ce signalement. Le conseil a voté. Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ça, de la vengeance? Tout ça, parce que tes sentiments ont été blessés lors d'un barbecue. C'est une plainte pour fraude, déposée par un membre du conseil d'administration, qui a découvert qu'un bénévole volait l'organisation. Voilà ce que c'est. Tammy n'est pas au courant de tout. Si ça devient public, ça va la détruire. Ça va détruire Sloan. Tu veux vraiment punir une fille de 11 ans, parce que son père a pris de mauvaises décisions? Tu as appris à ta fille de 11 ans, à brûler le maillot d'un enfant de 9 ans. Tu as applaudi pendant qu'elle le faisait. Ne t'en sers pas comme d'un bouclier maintenant. Allez. Allez, Nolan. Sa voix s'est affinée. Elle a perdu toute son autorité bien répétée. Papa se retournerait dans sa tombe en ce moment. On ne fait pas ça à son propre sang. On ne mêle pas les avocats aux histoires de famille. Papa ne t'aurait jamais laissé faire ça, à ton propre frère. J'ai marché vers l'établi, j'ai attrapé le dossier que Beth avait préparé, et je le lui ai tendu. Les 11 factures, avec les prix réels surlignés en jaune. Les confirmations des fournisseurs, la résolution du conseil, la lettre de mise en demeure de l'avocate, et le calendrier de restitution. Les intercalaires portaient des codes couleurs, car Beth est le genre d'avocate qui utilise des codes couleurs pour ses dossiers. Il ne l'a pas pris. Je l'ai posé sur le tabouret, entre nous. C'est la dernière fois que je me tiens dans la même pièce que toi, pour t'expliquer ce que tu as fait. Le conseil a les factures. Beth a la vidéo. Et je n'ai plus rien à dire, à l'homme qui a traité mon fils de perdant. Tout en volant ses coéquipiers. C'est fini les fêtes de famille. Fini les appels téléphoniques qui commencent par ce dont tu as besoin. Fini de rester planté dans une pièce, pendant que quelqu'un portant mon nom de famille, m'explique ce que Megan penserait de ma façon d'élever son fils. J'ai appuyé sur le bouton mural. La porte du garage a commencé à descendre. Vince se tenait toujours dans l'allée, lorsqu'elle s'est refermée. 5 jours plus tard, le conseil s'est réuni au centre de loisirs de Ridgeline. Dans la salle de conférence B, celle avec les tables pliantes, les posters de motivation, et l'horloge au mur qui retardait toujours de 3 minutes. 7 membres du conseil étaient assis à table, sous la présidence de Hank. 2 parents s'étaient installés dans la rangée du fond, venus après avoir entendu parler de la réunion via le groupe de discussion de la Ligue. On avait demandé à Vince d'être présent. Tammy l'a accompagné, et elle s'est assise sur la dernière chaise, près de la porte. Hank a lu les conclusions, sans émettre le moindre commentaire personnel. 11 factures gonflées, 14 200 € de fonds non comptabilisés, les confirmations des fournisseurs de Dawson Sporting Goods, et une résolution du conseil pour transmettre le dossier au bureau du procureur du comté, tout en exigeant une restitution intégrale sous 30 jours. Une deuxième résolution visait à démettre Vincent Hargrove de toutes ses fonctions bénévoles, avec effet immédiat. Une troisième résolution suspendait Sloan Hargrove de toutes les activités de la Ligue de baseball de Ridgeline, pour une saison complète. Le motif invoqué était la destruction de biens personnels lors d'un événement de la Ligue, et la violation du code de conduite des joueurs. La sanction ne dépassant pas le cadre de l'organisation locale, elle restait libre de s'inscrire ailleurs. Vince a essayé de prendre la parole, à 2 reprises. La première fois, il s'est levé pour affirmer que les factures n'étaient que des estimations, et que toute différence n'était qu'un problème de comptabilité qu'il serait ravi de corriger. Hank lui a demandé,
sans élever la voix, d'expliquer pourquoi chaque différence, sans exception, allait exactement dans le même sens. Vince a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est rassis. La deuxième fois, il a déclaré que la suspension de Sloan était excessive, pour une enfant qui s'était laissée emporter par ses émotions et qui avait fait une erreur. Une membre du conseil, nommée Gail Odom, a reculé sa chaise de la table et a retiré ses lunettes de lecture. Elle a brûlé le maillot de champion d'un enfant, devant tous ses coéquipiers, pendant que son propre père applaudissait et traitait cet enfant de perdant. Ce n'est pas une erreur, monsieur Hargrove. C'est un comportement. Un parent au fond de la salle, un homme nommé Rick, qui entraînait l'équipe que Théo avait battue en finale, s'est penché vers son voisin. Il a murmuré quelque chose, qui a fait hocher la tête de l'autre homme, avant que ce dernier ne regarde fixement le sol. Le vote a été unanime, pour les 3 résolutions. Tammy a fixé la table, tout au long de la procédure. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'a pas regardé Vince une seule fois. Lorsqu'Hank a demandé à Vince de lui remettre son badge d'entraîneur, Vince a attrapé le cordon autour de son cou, l'a détaché, et l'a posé sur la table. Ses doigts tremblaient sur le fermoir. Il n'a pas réussi à débloquer l'attache du premier coup. Quand le badge s'est enfin libéré, il a fait un petit bruit en touchant la table, qui a résonné bien plus fort qu'il n'aurait dû. Personne ne leur a dit au revoir, lorsqu'ils sont sortis. Les retombées financières ont commencé, dès la semaine suivante. Beth a déposé la lettre de mise en demeure officielle, le 1er octobre. Le bureau du procureur du comté a ouvert une enquête, le 3 octobre. Le contrat de travail de Vince chez Pinnacle exigeait qu'il signale toute enquête pour fraude le concernant, car il gérait les demandes de financement des clients, ainsi que les dépôts de la concession. Il ne l'a pas fait. Lorsqu'un journal local a publié un court article sur l'audit de la Ligue, en mentionnant son nom, le bureau de conformité de Pinnacle l'a découvert par lui-même. Il a été suspendu, dans l'attente d'une enquête interne, le 8 octobre. 2 semaines plus tard, il a été licencié, pour défaut de divulgation, et pour une conduite jugée incompatible avec ses responsabilités financières. Son salaire de 72 000 € par an, son véhicule de fonction, son système de commission. Tout avait disparu. Un employé de la concession est venu récupérer le SUV de l'entreprise dans son allée, le lendemain matin. Vince lui a remis les clés sur le porche, vêtu de son peignoir. Le bateau de pêche a été mis en vente, sur Facebook Marketplace. Prix demandé, 6 400 €. Aucune offre la première semaine, ni la deuxième. La coach privée de Sloan a été informée que les leçons seraient suspendues, pour une durée indéterminée. Cette coach, qui connaissait 3 autres familles de la Ligue grâce à ses stages du week-end, n'a jamais répondu à l'appel de relance de Tammy, ni à son SMS. Sans les revenus de Vince, le foyer devait tourner avec les 38 000 € de Tammy. Son salaire net, après impôts et déductions, tournait autour de 2 500 € par mois. L'hypothèque, à elle seule, s'élevait à 1 840 €. Les paiements minimums des cartes de crédit, sur 3 comptes différents, ajoutaient 480 € de plus. Il restait donc moins de 200 € pour payer les factures, l'assurance, les courses, l'essence, et tout ce dont une famille de 3 personnes a besoin pour vivre. Les mathématiques ne se sont pas tant effondrées, qu'elles ont simplement arrêté de faire semblant. Il n'y avait plus aucun filet de sécurité, et plus personne à qui demander de l'aide. Les conséquences sociales ont été plus silencieuses, mais elles ont frappé bien plus fort. Le groupe de discussion de la Ligue, qui réunissait 43 parents et 6 entraîneurs, devenait muet à chaque fois que le nom de Vince était mentionné. 3 bénévoles, qui avaient entraîné à ses côtés pendant des années, ont cessé de répondre à ses messages. L'un d'eux, un homme qui avait été son entraîneur adjoint pour les Wildcats, a même bloqué son numéro sans aucune explication. Un père de l'équipe des Bobcats, qui était présent au barbecue, a aperçu Vince dans une station-service une semaine plus tard. Il a fait demi-tour avec son chariot, pour emprunter une autre allée. Le cabinet dentaire de Tammy a perdu 2 patients ce mois-là. C'étaient 2 familles de la Ligue, et aucune n'a donné de motif sur le formulaire d'annulation. Le planning de Tammy s'est allégé de 4 rendez-vous par semaine. Son patron n'a rien dit, mais le planning parlait de lui-même. 2 semaines après la réunion du conseil, Sloan a commencé dans une nouvelle ligue, située à plus de 30 km, dans le comté voisin. Un uniforme différent, un terrain différent, et des enfants différents, qui ne connaissaient ni son nom, ni celui de son père. Tammy la conduisait 35 minutes à l'aller, et 35 minutes au retour, pour les entraînements.
Le silence dans la voiture, sur le trajet du retour, était différent du silence à l'aller. À l'aller, c'était de la nervosité. Au retour, c'était autre chose. Papa, pourquoi je ne peux plus jouer sur l'ancien terrain? Vince conduisait, il a ajusté ses mains sur le volant, sa main gauche descendant à 6 heures, sa main droite serrant fermement à 2 heures. Il a ouvert la bouche. Quoi qu'il ait eu l'intention de dire, les mots ne sont jamais sortis de ses dents. Il a tendu le bras vers le cadran de la radio, et il a monté le volume sur une chanson de country. La musique a rempli la voiture. Sloan a regardé par la fenêtre, observant les centres commerciaux et les stations-service d'un comté qui n'était pas le sien. Elle n'a plus jamais posé la question. Samedi 12 octobre. 4 semaines après le barbecue. L'équipe itinérante organisait son tout premier entraînement. C'était Hank, qui s'était chargé de la sélection. 8 enfants, issus de toute la ligue, choisis par un comité d'entraîneurs, et invités à jouer un calendrier d'automne très compétitif, contre des équipes des comtés voisins. Théo a été retenu dans l'équipe. Ce gamin, qui passait son temps dans le champ droit à arracher de l'herbe, selon son oncle. Ce gamin, qui tressaillait dès qu'une balle roulait vers lui, selon les dires d'un homme, qui volait le fonds d'équipement censé payer ces mêmes balles. Ce gamin-là avait une moyenne au bâton de .310, il avait réussi le relais qui avait sauvé la demi-finale, et il avait exécuté l'amorti sacrifice qui avait permis d'égaliser lors du championnat. Les entraîneurs l'avaient bien vu. Le comité de sélection a inscrit son nom sur la liste, parce que ses statistiques ne leur laissaient tout simplement pas le choix. Les projecteurs du terrain se sont allumés à 6h15 du matin. Mes lumières. 47 jours de soirée et de week-end. De nouveaux poteaux, des rampes LED, et un transformateur que j'avais dimensionné, précisément pour cette charge. Le bourdonnement était sourd, et régulier. C'est le bruit que fait un bon câblage, quand tout est bien connecté, et que rien ne tire plus de courant qu'il ne devrait. Théo se tenait dans le champ droit, le gant de Mégane à la main. Le cuir était sombre, plissé, façonné par un millier d'attrapes qui avaient commencé bien avant sa naissance, et qui se poursuivaient chaque samedi depuis. La première balle en l'air de l'entraînement s'est envolée, se découpant sur le ciel d'octobre. Un bleu pâle, le soleil encore bas. Théo a reculé de 2 pas, s'est placé parfaitement en dessous, et l'a attrapé proprement, directement dans la poche du gant, avec ses 2 mains. Le son que la balle a fait, en percutant le cuir, a résonné à travers tout le parc désert. Le badge d'entraîneur de Vince traînait dans un tiroir du centre de loisirs, sans que personne ne vienne le réclamer. Son bateau était toujours dans son allée, sous une bâche. Toujours affiché à 6400 €. Toujours aucune offre. Sloan jouait dans une ligue, où personne ne connaissait son nom de famille. Et le trajet du retour prenait 35 minutes, à travers un comté où Tammy ne connaissait personne, et où Vince ne mettait plus les pieds. L'email de la ligue indiquait bien « Nolan Hargrove, directeur des installations ». Ce nom figurait sur le permis du terrain, sur la police d'assurance, et sur ce panneau d'affichage, qui tirait 3,2 ampères, parce que je connaissais la différence, et que mon frère n'avait jamais pensé à vérifier. Les lumières se sont allumées à 6h15. Théo a attrapé la première balle de l'entraînement avec le gant de sa mère, et le bruit qu'elle a fait en percutant le cuir, était le seul son qui importait, dans tout le parc. Si cette histoire vous a touché, comme elle m'a touché en la vivant, abonnez-vous à Le Coin Reddit. Laissez un commentaire, et dites-moi ce que vous auriez fait à ce barbecue. Et la prochaine fois que quelqu'un vous dira que votre enfant n'est pas à la hauteur, souvenez-vous de ceci. Le gamin qu'il traitait de perdant a intégré l'équipe itinérante. L'homme qu'il considérait comme un simple bricoleur a construit les lumières. Et le frère, qui volait des enfants de 9 ans, essaie toujours de vendre son fichu bateau.